Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Viviane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Ouverture officielle de l'année scolaire 2015-2016. Le slogan Ubitaï Djangatei mise à mal. Les cours n'ont pas démarré sur toute l'étendue du territoire. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis le Sud-Est propose le réaménagement du calendrier scolaire. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal milite pour une rentrée scolaire au mois de septembre. Drame de Mina, la commission médicale sénégalaise à la Mecque confirme le décès d'Aïda Ndiaye Badalo. TFM s'est rendu au domicile de la défunte qui laisse derrière elle un souvenir impérissable. Dakar envahi par des tas d'ordures, les charretiers font le travail à la place des concessionnaires, sauf que le problème demeure entier. Le dossier politique s'intéresse aux sondages. Ont-ils suffisamment de crédit ou d'influence? Réponse à suivre en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le calvaire des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, privés de pavillons et de restaurants, ils passent difficilement leurs examens. Sur place, certains disent ne pas se sentir prêts à passer leurs examens. D'après eux, les vacances trop courtes ne leur ont pas permis de suffisamment réviser. Al-Hassan Ba et Modou Diop. Cette étudiante en licence 2 de la faculté des sciences juridiques et politiques est bien concentrée sur ses feuilles. Elle entame ce jeudi ses examens, mais se dit plus ou moins prête. On a programmé les examens juste après la fête de la Tabaski. Bon, je n'avais pas eu le temps pour apprendre les cours. Et vous savez que les cours sont nombreux. En tout cas, c'est après l'essentiel. On est en train d'essayer de réviser, mais on n'est pas à 100% au top. Parce que là, on ne nous a pas donné du temps pour de révision, mais le temps de vacances, on les a passés en vacances. Alors on est venu pour faire les examens, mais là, on est juste en train de forcer les choses. Au campus social, la situation est toujours la même. Des pavillons privés aux étudiants. Cet étudiant trouvé au bâtiment S dit obligé d'y rester. Les étudiants ont des examens à faire. Et pour le faire, bien, on devait ouvrir les réseaux, mais aussi on devait ouvrir certaines boutiques. Ici, les boutiques, vous l'avez bien vu, les boutiques sont fermées. Les réseaux sont fermés, les pavillons sont fermés. Il n'y a que ce pavillon qui est ouvert. Et ça, si, on vous le prive, vous le voyez, il y en a certaines chambres qui sont fermées. Mais là, ce n'est pas facile parce que, vu la situation, nous payons nos logements, on achète ce qu'on mange tous les jours, on n'a pas de support, on n'a rien. Arrivé aussi, les restos sont prévus, bon, on n'a rien à manger. Parfois on paie, on reste ici toute la journée sans rien manger. Même avoir de l'eau pour boire, c'est difficile. Parfois on amène les bouteilles pour mettre de l'eau. En tout cas, c'est difficile, c'est très difficile. Le début de la semaine a été assez palpitant pour ces étudiants. En plus d'un manque de logement, ils sont obligés de supporter la pression des examens. Le Sud-Est pour un réaménagement du calendrier scolaire au Sénégal, le syndicat unitaire et démocratique des enseignants propose une rentrée scolaire non plus au mois d'octobre, mais au mois de septembre. Oui, face à la presse, les membres du Sud-Est disent adhérer au slogan Ubitaï Djangatei, mais pour eux, l'État doit également jouer sa partition. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Cette conférence de presse, occasion saisie par le Sud-Est pour poser un débat sur le réaménagement du calendrier scolaire au Sénégal. Le constat que nous faisons, c'est que la plupart des pays à travers le monde, y compris en Afrique, font leur ouverture des classes au mois de septembre. Et pour permettre la mobilité, de nos élèves, de nos étudiants, parce que beaucoup d'élèves s'inscrivent dans des universités étrangères. Mais ils le font toujours, ils arrivent à faire les cours toujours avec du retard, à cause de la manière dont le temps scolaire est organisé au Sénégal. Le secrétaire général de ce syndicat et ses camarades proposent par ailleurs un décalage de la rentrée scolaire au mois de septembre pour se conformer au calendrier international. À l'échelle internationale, il y a un calendrier qui existe. Il faut que les pays
s'ajuste par rapport à ça pour pouvoir assurer vraiment la mobilité qu'il faut aux élèves et aux étudiants. Pourquoi ne pas envisager l'ouverture des classes, ne serait-ce que pour les collèges et les lycées au mois de septembre? Cela permettrait de gagner vraiment du temps et cela rendrait effectif le concept Ubutey Diangue-Tay. Le démarrage effectif des enseignements, une chose qui dépendra des efforts fournis par le gouvernement. C'est du moins l'avis du Sud-Est. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal pose tout de même des préalables pour la réussite du concept Ubutey Diangue-Tay. Pour ce qui est de l'État, il faudrait absolument qu'aujourd'hui, pour que ce soit effectif pour l'ensemble des élèves du Sénégal, parce que c'est une question d'équité, il faut que les abris provisoires soient éliminés. Il faudrait aussi que, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, que les affectations des enseignants, des élèves se fassent à temps. Les parents d'élèves doivent tout faire pour inscrire leurs enfants à temps. Il plaide pour une année scolaire apaisée et pour cela, le Sud-Est appelle le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des accords signés avec le gouvernement en avril 2015. Aminata Mbaresso, merci. La rentrée scolaire pas du tout effective à Matam, des écoles en pleine opération de désherbage, des élèves qui manquent à l'appel, des enseignants qui tardent à rejoindre leur poste. C'est la situation dans cette partie du nord du pays et d'après les autorités locales, il n'y a pas assez de tables pour tous les élèves. Dans le moyen secondaire, les professeurs ne sont pas assez nombreux. Vous avez suivi l'élément dans le journal en ou alors certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, Léa. Et puis, cher Tidiane, ouverture des classes timides à Sédhiou ce mercredi 7 octobre. Les élèves n'ont pas du tout répondu présent. Le gouverneur et les autorités académiques ont visité les établissements. Le constat est alarmant. Un manque de professeurs de philosophie. Les abris provisoires n'ont pu être installés. Bakary Konté, ça l'assemble. Le gouverneur de Sédhiou, l'inspecteur d'académie Cheikh John et l'IEF de Sédhiou, El Hadj Cissé, ont visité les différents établissements de la commune. Le constat, les élèves n'ont pas répondu nombreux. Absolument, absolument. L'absence des élèves ne se justifie pas. Bon, heureusement, je pense que l'administration de son côté est plus ou moins irréprochable de ce point de vue. Maintenant, c'est un message que nous adressons et que nous lançons de façon solennelle aux parents d'élèves pour qu'ils puissent envoyer les enfants le plus rapidement possible au niveau des établissements. Je pense que depuis longtemps, nous savons que l'école démarre en octobre. Il faudrait que les gens aient le réflexe d'inscrire très tôt leurs enfants et de les envoyer à l'école. Mais je pense que dès l'instant que les cours vont démarrer lundi, les gens se rendront compte que voilà, il n'y a pas de temps à perdre. Autre problème à signaler, le manque de professeurs, surtout en philosophie. Se féliciter d'abord d'enseignants que le niveau national a bien voulu envoyer à Sédhiou, parce que des efforts importants ont été consentis. Dans presque toutes les disciplines, nous avons une bonne dotation. C'est seulement en philo où véritablement le nombre de professeurs envoyés dans la région ne peut pas encore couvrir les besoins exprimés. La mise en place des abris provisoires tarde à cause de l'hivernage. Véritablement à Sédhiou, le problème essentiel, c'est encore le nombre assez important d'abris provisoires. Et avec l'hivernage qui n'a pas encore, qui continue, il était difficile, prématuré d'installer ces abris provisoires alors qu'il y a les pluies qui continuent. Mais ça va se faire dans la semaine. Certains chefs d'établissement ont décidé de démarrer les cours dès le lundi prochain. Bakary Konté, Ubutey Diangue-Tay peine à Ziguinchor. L'académie cherche route secours. Se voulant rassurant, l'inspecteur d'académie qui a accompagné le gouverneur lors de la traditionnelle visite des écoles promet une année scolaire à la hauteur. Boubacar Diassi. Le slogan Ubutey Diangue-Tay, mis en mal dans cette école située au cœur de la commune de Ziguinchor. C'est impossible pour le moment de pomper l'eau. Ubutey Diangue-Tay, pour le moment ici, c'est pas possible. C'est pas possible.
il faut attendre au moins une dizaine de jours pour pouvoir le faire. Le président du comité de gestion de cette école est catégorique. Ils ne vont pas permettre que leurs enfants étudient dans ces conditions. Non, Oubitaï Dangatei, c'est un slogan. Ce slogan n'est pas applicable à ces écoles-là. Nous disons que ces enfants-là, nous avons un devoir de les mettre dans des conditions acceptables de travail. On ne peut pas les mettre dans ces conditions parce que nous craignons même que c'est dans ces herbes-là qu'il y a des reptiles. Ça, on est à peu près sûr qu'il y ait des reptiles. Dans le même temps, sur le plan pédagogique, l'inspecteur d'académie promet le meilleur pour la région de Ziguinchor. On nous a affecté 77 enseignants. Et ça peut combler pratiquement un cap pour déplorer beaucoup. Donc on espère qu'avec cela, tout sera réglé. Pourtant, le talon d'Achille du système éducatif dans cette partie du pays est le déficit en professeurs de philosophie et de sciences. On a reçu 2 profs de philosophie, mais dès l'année dernière, le gouvernement a initié le projet de ressources numériques pour tous, le RNT. Et ce projet consiste à mettre à la disposition des établissements dans les disciplines où les profs manquent des ressources numériques, c'est-à-dire des cours vidéo effectués par des professeurs attitrés, expérimentés. En tous les cas, la région de Ziguinchor est rarement épargnée par les perturbations liées à des revendications scolaires. Nous parlons à présent du drame de Mouna. Le décès d'Aïda Ndiaye Badalo Léa confirmé par la commission médicale sénégalaise à la Mecque. Exactement, chère Tidiane, et à l'annonce officielle de son décès, parents et amis se sont réunis à son domicile. Ils se souviennent d'une Ndiaye Fall, fervente disciple de Mame Diarra Bousso. La ville de Touba prépare ses funérailles. Fatima Taba. Ce bâtiment R+2 en construction, le domicile de Aïda Ndiaye Badalo, la maison prise d'assaut après la confirmation de son décès par les autorités, tristesse et consternation sont les sentiments les mieux partagés. C'est très difficile de perdre un proche. Nous ne pouvons qu'accepter la volonté divine. J'ai eu la confirmation ce matin. Je l'ai d'abord entendu à la radio, puis je l'ai lu dans le quotidien, l'Observateur. Jusqu'ici, on espérait la revoir, mais là, c'est bien fini. Aïda était une maman, une sœur, une amie, une confidente. Elle prenait en charge toute la famille. C'est une grande perte, mais on ne peut qu'accepter la volonté divine. Parents, amis et proches se souviennent d'une Ndiaye Fall, fervente disciple de Sokhna Mame Diarra Bousso. Aïda a tout fait pour nous, ses parents. Elle m'a amenée aux États-Unis, elle m'a trouvé du travail et par la grâce de Dieu, je prends en charge ma famille. Ce qu'elle a fait pour nous, ses sœurs, elle l'a également fait pour des inconnus. Nous prions pour que Dieu l'accueille dans son paradis aux côtés de son idole Sokhna Diarra Bousso. Ces funérailles sont prévues le dimanche dans la ville sainte de Touba. Actuellement, nous nous préparons pour aller à Porokhane pour une cérémonie de récital de Coran, puis à Touba. Aïda Ndiaye Badalo fait partie des victimes sénégalaises de Mina. La femme d'affaires offrait ses services et assistait les pèlerins à la Mecque où elle est restée à jamais. Voilà, donc le décès d'Aïda Ndiaye Badalo confirmé, Léa, par la commission médicale sénégalaise donc basée à la Mecque. Et puis nous parlons du décès de Sidia Djiba, cher Tidiane, le directeur de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance. La nation lui rend un dernier hommage. Il a été inhumé à Tiongnissil, sa commune d'origine. Le chef de l'État a envoyé une délégation auprès des parents du défunt. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. C'est à Tionkessil, sa commune natale, que le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC, est inhumé. Des milliers de personnes lui ont rendu un dernier hommage. La primature, dont dépend l'ANRAC, est présente. may teewal premier ministre du conseil de surveillance u ANRAC
Le Premier ministre et nous-mêmes, nous partageons entièrement votre douleur, car celui qui est rappelé à Dieu était un travailleur, il n'a fait que du bien à l'ANRAC. Le prédécesseur de Sidi Adjiba à l'ANRAC, le secrétaire d'État Moustapha Lo Diatta, qui lui a passé le témoin il y a seulement 10 mois, n'en revient pas. Il n'y a pas plus cruel que de perdre sa vie dans l'exercice de ses fonctions. C'est le cas qui est arrivé à M. Sidi Adjiba. En tant qu'ancien directeur général du Maroc, comprenez mon émotion. Déjà, à la levée du corps à Ziguinchor, l'État, par la voix du gouverneur et au nom du président Macky Sall, lui rend un hommage mérité. Il fut un grand travailleur. C'est la raison pour laquelle M. le Président m'a instruit, une fois sur place, de rappeler à ses parents toute sa satisfaction, donc toute la considération qu'il avait à l'égard de notre part. Ses compagnons, collègues et autres parents aussi. Ça doit nous conscientiser, surtout nous forcer à faire ce qu'on a à faire dans l'intérêt de nos populations et de ceux-là qui nous ont mandatés. Le nombre de qualités que nous perdons, c'est toute la Casamance. Il n'est pas aisé de témoigner sur son proche parent, mais je considère que Sidi quand même a fait sa mission. Il est mort en mission. Il faut dire que des délégations venues des régions de Kaffrine et Sédhiou ont également participé à ces obsèques à Thionck-Essyl. Nous parlons à présent politique avec la réunion du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Justement, Pape Farah Digne est en ligne, en direct de la permanence du Parti démocratique sénégalais. Pape Farah, bonsoir. Bonsoir, Frère Tidiane. Justement, Pape Farah, le drame de Mouna s'est invité à cette réunion. Effectivement, Frère Tidiane, par rapport au porte-parole du Parti démocratique sénégalais, Babacar Gueye, il déplore le parti de la communication du gouvernement sur cette affaire, sur le drame de Mouna. Pour lui, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne était là-bas lors de l'événement, donc son gouvernement doit démissionner. C'est ce qu'il a dit face à la presse. En même temps, il a dit qu'il y a une récupération politique sur la victoire des Lions. Pour lui, il ne fallait pas faire tout cela au moment où le Sénégal est dans un thé, mais aussi il y avait d'autres Lions qui avaient gagné, pour les Jeux africains, et aussi concernant la crédit et la déclaration de l'autre, Serigne Mbacké Ndiaye, il dit que ça ne concerne que lui. Même lui, Babacar Gueye, il a dit qu'il est premier sur la liste pour aller répondre la CREI si Serigne Mbacké Ndiaye ne peut pas répondre de ses actes. Aussi, il a évoqué aussi le renouvellement du mandat de l'Assemblée nationale. Sur ce, on n'a pas vu aujourd'hui Modou Diagne Fada, et vous savez que c'est lui qui dirige le groupe parlementaire libéral, et donc ils ont donné mandat à Omar Sall de trouver peut-être, on ne sait qui, peut-être Modou Diagne Fada ou un autre concernant le renouvellement au niveau de la c'est aussi leur tournée nationale. Ils ont aussi parlé des journées de prière pour ces victimes, mais aussi concernant la gestion du Sénégal et la vente aussi des maisons de Karim Wade. Cela ne leur ébranle pas. En substance, c'est ce que le comité directeur a communiqué face à la presse. Voilà, merci Pape Farah Digne. Nous y reviendrons dans le bulletin d'information de 0h. Dakar envahi par les ordures avec le mouvement d'humeur des concessionnaires. Ce sont les charretiers qui s'acquittent tant bien que mal du ramassage. Et pour éviter que ces charretiers déversent leurs ordures n'importe où, au niveau de certains dépôts, un système de pointage a été mis en place. C'est ce qu'ont constaté nos reporters Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy. L'élément n'est pas disponible, Léa, à la suite de ce journal. Avec le Conseil national des maisons des éleveurs du Sénégal qui fait dans l'innovation, l'organisation a mis en place un livret de l'éleveur, une sorte de carte d'identité de l'éleveur et de son bétail. Ce livret permettra d'identifier l'activité, le nombre du cheptel, d'assurer entre autres leur traçabilité. Un reportage signé d'Issa Prera et Modou Diop. Désormais, tout éleveur peut identifier ses activités, mais aussi identifier de façon précise son cheptel. Le livret de l'éleveur permettra aussi d'assurer la traçabilité et les actes phytosanitaires du bétail. Donc je disais que ce livret-là est d'une importance capitale, puisque d'abord ça contribue à l'identification et à la professionnalisation de l'éleveur. Et ensuite, le livret informe l'on dispose l'éleveur.
est la situation d'une grande importance par rapport à l'évolution du développement du cheptel. Ensuite, ce livret permet à l'éleveur de s'identifier à tout moment et de bénéficier de beaucoup de garanties et surtout de formation. Le livret de l'éleveur, une innovation pour ce sous-secteur qui est l'élevage, une manière de l'organiser, un support pour la collecte de données statistiques, mais aussi une réponse à la problématique de l'identification du cheptel. Les éleveurs pourront ainsi bénéficier de garanties face aux banques et aux autres institutions. Les éleveurs doivent organiser et être aussi un éleveur modèle. Pour être un éleveur modèle aussi, il faut moderniser l'élevage, mais d'abord, il faut moderniser les éleveurs à travers leur comportement, leur attitude et leur démarche. Oui, parce que dès que je suis éleveur, c'est une manière vague. Il n'y a aucun outil qui vous indique qu'il est quel éleveur. Mais est-ce qu'il dit que c'est un éleveur? Mais quel outil qui vous montrerait que lui, il est éleveur. Donc avec ces livrets-là, ça vous donne beaucoup d'indications à travers les vaccinations et d'autres choses, identifiées par personnes compétentes. 5 000 francs, c'est le montant que devra débourser tout éleveur pour être détenteur de ce livret. Après le lancement officiel, une campagne de sensibilisation sera engagée pour sa diffusion auprès de tous les éleveurs du Sénégal. Après l'IPRES injecte 44 millions de francs CFA dans la région de Louga, de l'argent destiné au préfinancement de la prise en charge des retraités. Dans la région de Louga, le conseil d'administration et la direction générale de l'IPRES ont remis des chèques dans les 3 départements. Écoutons à ce propos le directeur général de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, Mamadou Simbeng. Il est au micro de Tierno Fall. Il fait globalement 32 millions pour les hôpitaux et 12 millions de francs pour les pharmacies, ce qui fait un total de 44 millions en termes de préfinancement. Le président l'a dit tantôt, même si ce n'est pas dans les prérogatives du conseil d'administration, il vient de réitérer la décision qui a été prise d'aller de l'avant, puisque tous les jours, le conseil d'administration s'active pour améliorer les conditions d'existence des retraités. Le président vient de l'annoncer également. C'est une action qui va venir compléter d'autres actions, notamment la mensualisation des pensions que nous allons démarrer dès le premier mois du mois de février. L'équipe nationale du championne d'Afrique salue la décision du chef de l'État de reporter l'audience qui était prévue ce jeudi. Les joueuses réjouissent en outre du fait que l'État se soit acquitté de toutes les promesses. Moustapha Gueye, que je vous propose d'écouter au micro d'Adi Atala. Un deuil de cette ampleur, pour moi, mérite qu'on diffère à une manifestation de ce genre. C'est vrai que tout le monde attend la réception avec beaucoup d'impatience, mais je pense qu'un deuil de cette ampleur vraiment mérite un report quand même, pour être vrai. Tout ce qui nous devait depuis le début a été honoré. Il reste juste que le chef de l'État veut nous honorer, veut nous récompenser. Donc c'est son vœu. Donc on ne fait qu'accepter et attendre. Et le dossier du jour à présent qui s'intéresse aux résultats d'un sondage mené par un cabinet privé est censé donner un aperçu de la cote de popularité de certains hommes politiques sénégalais. Des résultats qui ne reflètent pas souvent la réalité sur les intentions de vote à Dakar. Certains observateurs, selon certains observateurs, même si d'autres disent le contraire. C'est le dossier politique donc du jour signé Adi Atala et Younous Diatta. Des sondages plébiscitent le président Macky Sall crédité de 50,3%, suivi de Khalifa Sall près de 27% et Karim Wade 8%. Des observateurs restent partagés sur la fiabilité de ces enquêtes. On a vu des précédents, des structures qui font des sondages sur commande, justement pour pouvoir mettre les uns ou les autres devant. Et je pense quand même que ça ne crédibilise absolument pas le travail qui est fait. Les sondages, il faut remonter des informations. Maintenant, libre aux états-majors vraiment d'analyser ces informations-là de manière à inverser la tendance si les sondages faisaient en sorte que, disons, le candidat n'était pas en pole position. Harouna Dem, qui n'accorde aucun crédit à ces sondages, pense
qu'ils ne constituent pas un gage, même si Bakary Domingo Mané martèle qu'ils peuvent influencer sur le choix de l'électeur. On trouve à redire sur la manière de faire de ces personnalités-là ou de ces structures-là. Donc tout cela mis ensemble fait que les Sénégalais eux-mêmes, parfois, refusent de se prêter à ce jeu-là. Et il se trouve que dans la culture sénégalaise, le sondage est en fait inconnu. Les informations sont relayées par les médias. Les radios diront, oui, il y a un sondage qui vient de sortir qui crédite, disons, Macky Sall de telle position. Il a 54%, l'autre est derrière lui. Le simple fait d'entendre cela, en wolof ou en français, ça ne peut pas laisser indifférents les personnes qui entendent ça. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui ne voulaient pas voter pour Macky Sall, qui disent que dans tous les cas, qu'il pleuve, qu'il vente, je vais voter pour un tel, ils vont réfléchir à deux fois en se disant mais pourquoi la majorité des Sénégalais vont voter pour lui? Pourquoi pas moi? Le simple fait de se poser des questions, déjà, ça veut dire que c'est ça l'effet escompté des sondages. De l'avis du rédacteur en chef du quotidien Le Populaire, les choix des électeurs n'ont jamais reflété la réalité des sondages. Au Sénégal, tel n'est pas le cas. On sait qu'en 2012, des instituts de sondage avaient réalisé des études. On nous avait donné des résultats. À l'arrivée, ce qu'on avait mis en tête n'était même pas dans les 4 premiers parfois. Donc ça s'est produit lors des élections présidentielles, ça s'est produit lors des élections législatives. Alors, partant de tous ces constats-là, partant de cette réalité-là, quel crédit accordé à ces sondages-là, c'est une question qu'il faudra se poser. Et je pense que les Sénégalais se sont posé déjà la question, eux qui attendent toujours les élections pour justement réaliser leur propre sondage en votant dans le sens où ils le veulent. Tant que les élections n'arrivent pas, c'est tous les jours, n'est-ce pas, que les leaders doivent se remettre en question. Même ceux-là qui n'étaient pas en pole position, ils peuvent récupérer ces informations. Qu'est-ce que l'électorat me reproche? Où est-ce que je dois vraiment, disons, mettre l'accent pour que vraiment je puisse être porté par l'élan populaire? À quelques mois de la présidentielle, les directoires de certains partis politiques trouvent leur intérêt à commander des sondages pour se mesurer. Même s'il y a une loi adoptée en 1986 qui l'interdit, jugée actuellement obsolète. Adiatala, merci, c'est la fin de ce journal. Léa, on se donne rendez-vous demain. À demain, chère Tidiane. Bonne soirée à toi. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. En attendant, on vous laisse avec Chérif pour la suite de la permanence. Merci cher, merci Léa, rendez-vous demain.